Le 16 avril 2013, Anaïs est retournée vivre chez ses parents depuis déjà quelques semaines. Philippe Dufresne, journaliste L'Union Lardonnais. Ce soir-là, elle prend ses clés de voiture, bien entendu, son tabac à rouler, etc. Et très peu de papier. Et elle part en disant, voilà, je vais juste faire une visite rapidement chez mes anciens voisins. Et il n'y a rien qui laisse imaginer qu'elle ne reviendra pas. Le soir, j'ai envoyé un message pour voir si elle rentrait ou si on laissait la porte ouverte, si elle rentrait ou si elle rentrait pas, et elle n'a pas répondu. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. Donc on a trouvé bizarre parce qu'elle répondait tout le temps. La nuit se passe, tout le monde se réveille le lendemain, et là, les heures s'écoulent et ça commence à devenir vraiment, vraiment inquiétant. Au départ, on pensait qu'elle était partie quand même dormir chez Madison, sa copine. Valérie Guillaume, mère d'Anaïs. Et on s'est dit, on va attendre midi, parce que Anaïs, c'était très rare qu'elle découchait, ou quand elle dormait autre part de la maison, on savait où elle était. Et on s'est dit, on va attendre midi et demi, si là elle n'est pas rentrée, c'est vraiment inquiétant. Et là, on décide d'aller à la gendarmerie. Ils ont fait le tour, les hôpitaux, etc., contacté les amis, les proches. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. Puis le fait de voir qu'elle est absente sans ses documents bancaires, sans ses papiers et sans effet, rajoute à l'inquiétude. Donc tout le monde cherche. Le papa d'Anaïs va notamment faire des kilomètres pendant les jours qui suivent, en France, mais aussi en Belgique. Il se rend au commissariat belge de Florenville, et là on lui dit « On nous a signalé une voiture qui avait brûlé dans les bois de Chameleux ». Là, il y a une dizaine de kilomètres de chez nous en voiture. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. C'était là. Le véhicule était là, sur le bas-côté. On a trouvé la voiture samedi, et on avait commencé à chercher dès le lendemain de la disparition, le mercredi. Donc ça faisait 3 jours. C'est celle d'Anaïs parce que je l'avais reconnue tout de suite. C'est un vieux modèle avec un trop grand et moi j'en vois pas beaucoup des comme ça. J'ai tout de suite su que c'était la sienne. Tout est brûlé, il ne reste plus que les armatures en métal. Les plaques d'immatriculation ne sont plus dessus, elles ont été arrachées. On remarque tout de suite que le siège conducteur est fort reculé, quasiment à fond en arrière. Donc déjà ça nous a interpellés parce qu'on s'est dit Anaïs elle faisait 1m60, 65 je crois. Donc c'était plutôt une grande personne qui avait conduit le véhicule pour l'amener jusqu'ici, quoi. On s'est dit tout de suite qu'il s'est passé quelque chose de grave, quoi. Et là, on bascule vraiment, on est plutôt en inquiétude, on est carrément dans l'angoisse. On retrouve le véhicule d'Anaïs, mais on ne retrouve pas le corps d'Anaïs. Damien Delavenne, avocat des parents d'Anaïs Guillaume. À ce moment-là, en avril 2013, même si on pouvait envisager 3 thèses, la thèse du suicide, la thèse de la disparition volontaire, la thèse criminelle, pour la famille d'Anaïs, il ne fait aucun doute qu'on est sur du criminel. Reste à savoir si effectivement leur fille est séquestrée ou pas. La première chose qu'on va essayer, effectivement, c'est essayer de comprendre qui est Anaïs Guillaume, connaître ses centres d'intérêt, connaître ses fréquentations, qu'est-ce qu'elle a l'habitude de faire, où elle s'en rendait, etc. La famille Guillaume vit à Blagny, c'est à l'est de Sedan, c'est dans les Ardennes, c'est un milieu qui est forcément rural. Anaïs, elle est née en juin 1991. Au moment des faits en avril 2013, elle a 21 ans. Anaïs, c'est une grande ado, on va dire, voilà, qui croque la vie, qui adore faire des soirées avec ses copines, qui fait du karaoké, etc., qui est vraiment une passionnée de show. Genre, elle pratique,
Elle a passé des niveaux assez importants. Elle peut éventuellement même envisager à un moment donné d'intégrer l'équipe de France pour des Jeux Olympiques. Elle aimait bien taquiner. Il n'y avait pas un moment où elle ne souriait pas dans la journée. Avec ses deux frères, elle était vraiment complice. Et ils s'entendaient vraiment bien. Et avec nous, bon, c'est pareil. Elle entretenait une relation amoureuse avec Philippe Gillet, en tout cas qu'elle qualifie d'amoureuse et qu'elle vit comme amoureuse avec Philippe Gillet, avec des sentiments importants. Monsieur Gillet était un agriculteur veuf âgé de 40 ans et veuf depuis janvier 2012, où il va perdre sa femme dans un accident de travail, écrasée par une vache. Ils ont deux filles, à l'époque âgées de 10 ans, je crois, et 13-14 ans, qui vivent seules avec leur père. C'est quelqu'un qui est un travailleur, qui est costaud, qui est très viril, et qui, à l'époque, n'hésite pas à montrer qu'il a des moyens, qu'il a des finances, il a une belle auto, il a une grosse ferme. Les parents d'Anaïs, qui savent que c'est quelqu'un qui a été très présent dans la vie d'Anaïs, l'agriculteur chez qui elle a fait un stage. Quand on parle de prince charmant, je pense qu'à un moment donné, elle a pensé que c'était un peu le cas de Philippe Gillet, voilà. Pour le moment, les gendarmes n'ont rien. Très peu d'éléments sur la voiture où toutes les traces ADN ont été brûlées. Rien dans la vie d'Anaïs qui justifierait qu'on s'en prenne à elle. Comme souvent dans ce genre de disparition, ils vont creuser du côté de son entourage proche, et notamment des dernières personnes à avoir croisé son chemin. On va s'intéresser au dernier moment d'Anaïs Guillaume et interroger toutes les personnes qui l'ont rencontrée quelque temps avant sa disparition. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. Le soir du 16 avril, Anaïs Guillaume a rendez-vous chez ses voisins les Launois. Pour essayer de trouver une solution. Il y a cette histoire de dette d'argent avec les enfants launois qui ont utilisé la carte bancaire d'Anaïs Guillaume. Ils lui ont volé une somme de 400 €. Il y a deux personnages qui vont attirer notre attention. C'est effectivement la jeune fille qui a détourné les 400 € avec la carte bancaire d'Anaïs Guillaume. Et puis le frère, Jessie Launois, parce que pendant la disparition d'Anaïs Guillaume, Jessie Launois va utiliser des chèques bancaires appartenant à Anaïs Guillaume. On s'est dit peut-être ça a mal tourné chez la famille Launois et c'est peut-être passé un drame chez la famille Launois. Donc, ils m'ont interrogé plusieurs fois, sachant qu'en plus, Mme Launois avait du mal avec les dates, etc., les horaires. Donc, ça pouvait apparaître comme des contradictions. Jessie Launois va expliquer que les formules de chèques lui ont été remises par Anaïs Guillaume pour un remerciement, en fait, d'un déménagement qui avait été effectué, en disant, voilà, je te mets un chèque en blanc, tu rempliras le montant. Mais Anaïs Guillaume, c'est quelqu'un qui est un peu insouciante, ne voyait pas forcément le mal partout. Et donc, n'hésitez pas soit à donner son numéro de carte bancaire, soit à donner des formules de chèque. Les alibis sont vérifiés, ces histoires de chèques, ces histoires de carte bancaire sont expliquées. Donc, on fermait la piste, quoi. Anaïs Guillaume profitait de ses 20 ans et n'était pas forcément farouche avec les hommes. On va apprendre qu'Anaïs Guillaume a aussi une relation naissante avec Loire Cyril, qui est également l'un de ses anciens voisins. Et donc, forcément, on va s'intéresser à ce jeune homme-là. La situation de Cyril Loire est quand même très complexe, parce qu'il a sa femme qui est en Belgique à l'époque. Et il a une maîtresse, il faut appeler un chat. Il a une maîtresse qui est Anaïs. Et forcément, au début, c'est pas très glorieux à expliquer. Ça faisait plus d'1 mois qu'ils avaient débuté cette relation, mais que ça faisait à peu près 3 semaines. Que la relation était vraiment voulue et qu'il y avait une volonté commune d'aller au-delà d'un simple flirt entre les deux. Non seulement donc la relation va attirer notre attention, mais le hasard va faire que le jour où le papa d'Anaïs Guillaume fait la découverte de son véhicule, calciné dans les bois en Belgique, il va croiser Loire Cyril avec sa compagne de l'époque en pleine discussion.
partant, je vois un couple avec un chien qui sont sur le bord du chemin, et je vois que c'est Cyril Loir, quoi. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. Et je me suis arrêté, je lui ai demandé ce qu'il foutait là, quoi. Fabrice provient de la gendarmerie Florentville et il m'explique que Cyril Loir était peut-être à 500 mètres, 1 kilomètre du véhicule à Saint-Anaïs. Et on commence à suspecter aussi Cyril Loir. D'autant plus que lui, l'alibi qu'il va nous donner, pas très fiable non plus. Il ne sait plus très bien ce qu'il faisait ce soir-là. L'explication que va nous donner le voir Cyril, c'est que puisque il y avait un effet médiatique sur cette affaire-là, et sa relation avec Anaïs Guillaume, en tous les cas, est forcément être connu de sa compagne, il est en pleine explication à ce moment-là avec sa compagne pour lui avouer qu'effectivement il avait eu une relation avec Anaïs Guillaume. Il a été interrogé plusieurs fois, mais on n'avait aucune raison de le soupçonner plus que ça. On ne voyait pas pour quelle raison Loir Cyril aurait eu besoin de se faire disparaître Anaïs Guillaume. Les 2 premières hypothèses ne donnent rien. Mais une 3e piste retient depuis le début l'attention des gendarmes. C'est celle qui mène à Philippe Gillet, agriculteur et amant d'Anaïs. La nuit de sa disparition, après le dîner avec ses voisins, la jeune femme était rentrée dormir chez lui. Dès les premiers jours, Gillet, on va l'interroger effectivement parce que c'est la dernière personne à avoir vu Anaïs Guillaume. Au cours de sa première audition, Gillet Philippe va nous expliquer, quand il se réveille à 4h30, il s'aperçoit qu'Anaïs Guillaume n'est pas présente dans le lit. Donc il va lui envoyer un message pour le remercier de cette belle nuit magique, pour reprendre les termes du SMS, en lui demandant « T'aurais pu me prévenir lorsque tu es parti ». Il ne semble pas inquiet pour lui, elle va revenir dans quelques jours. Quand j'évoque la disparition d'Anaïs Guillaume avec Philippe Gillet au tout début de la disparition, j'ai face à moi un homme qui n'est pas du tout inquiet. Guylain Fay, avocat de Philippe Gillet. Il s'interroge comme tout le monde, mais sans plus d'inquiétude. Ce qu'il va nous dire dans les premières auditions, c'est que Anaïs Guillaume, il y tient beaucoup et que c'est elle qui l'a sauvé du suicide au décès de sa femme, Céline Gillet. Philippe Gillet présente cette relation de manière idyllique. Vincent Dufour, ancien juge d'instruction au tribunal de Reims. Or, très vite, on se rend compte que c'est pas du tout la réalité et que cette relation a été très, très compliquée. Pour pas dire parfois violente. On voyait bien qu'Anaïs, chaque fois qu'elle était avec Philippe Gillet, elle n'était pas heureuse, elle a eu le visage fermé. Elle était triste. Anaïs était tombée enceinte de Philippe Gillet, n'avait pas souhaité garder l'enfant. Elle venait de subir une IVG quelques jours auparavant, un petit peu avant sa disparition. C'était un choix de sa part de mettre un terme à cette grossesse. Ça démontre qu'elle ne souhaite plus avoir aucun lien avec lui. Et quand elle a rencontré Cyril Loir, elle s'est vite éprise de Cyril Loir. Elle est tombée vite amoureuse. Et Anaïs venait d'envoyer un SMS à ses copines quelques jours avant de disparaître en disant « Attention, accrochez les vélos », c'est le terme qu'elle utilise. En bref, ça y est, je vis une grande histoire d'amour avec Cyril et c'est bel et bien la fin de mon aventure avec Philippe Gillet. Lorsqu'on va s'intéresser à M. Gillet, on va s'apercevoir que c'est un personnage qui jouit d'une réputation exécrable dans la commune. Il passe pour quelqu'un de violent. Même lui s'en le cache pas. Il n'a même plus besoin de lever le poing. Il suffit qu'il crie et les gens s'en vont, se tassent, ne disent plus rien. Quand on le croise, on s'en souvient. Puis son regard, on ne l'oublie pas non plus. Aurélien Chapalin, journaliste 7 à 8 TF1. Un regard de grand fauve. Je me souviendrai toujours de ces iris vertes avec un fond jaune. C'est 3 choses en fait. Philippe Gillet, c'est un exploitant agricole qui a son importance, qui a pas mal de terres. C'est une force physique, c'est une
tête de boxeur, des mains de marin-pêcheur. Enfin, c'est pas quelqu'un à qui on va aller chercher des noises. Et c'est quelqu'un qui transpire un peu la violence. Il le sait, il est intelligent, il en impose. Il est très très vite dans le rapport de force. La violence de M. Gillet va nous être confirmée tout simplement par une plainte d'Anaïs Guillaume à son encontre. Juin 2012, Anaïs va déposer plainte pour des faits de violence. Elle a un certificat médical de 3 jours d'ITT qui est établi. On a porté plainte pour coups et blessures volontaires. Anaïs, elle avait des marques de strangulation au niveau du cou et elle avait des œdèmes à l'œil. Et la plainte a fini par être classée sans suite. Suite à cet épisode de violence, ils arrêtent leur relation amoureuse et quelque temps après, ça va reprendre comme c'était le cas auparavant. Tout de suite, il y a des éléments qui vont nous apparaître troublants. Et en regardant son portable, on va s'apercevoir qu'il y a 2 appels téléphoniques à 4h18 et à 4h20 le 17 avril 2013, c'est-à-dire la soirée où Anaïs disparaît. 2 appels téléphoniques qui partent de son téléphone vers le téléphone de son ex-femme qui est décédée. Ce qui est déjà troublant, c'est que le téléphone de Céline Gillet, il l'a gardé, mais ça, pourquoi pas. Il l'a gardé donc depuis plus d'1 an. Le téléphone n'a absolument pas fonctionné. On va lui demander où se trouve le téléphone de Céline Gillet. Il va répondre, il est chez moi, etc. Et quand il va nous le rapporter, on va s'apercevoir que la carte SIM est mal insérée à l'intérieur. Et donc, quelqu'un avait manipulé cette carte SIM. On peut déterminer qu'il a été mis en charge ce soir-là, et surtout que la puce du téléphone d'Anaïs Guillaume va se retrouver dans le téléphone de Céline Gillet. Et la seule explication qu'on va pouvoir trouver à cette manipulation, c'est que quelqu'un a essayé de faire croire un échange entre le téléphone d'Anaïs Guillaume et le téléphone de M. Gillet. Le problème, c'est qu'il a laissé de l'ADN sur les cartes, sur les téléphones, et qu'en plus, les envois des différents SMS bornaient au même endroit. Ce qui n'était pas logique, puisque théoriquement, Anaïs avait quitté, à ce moment-là, le domicile de Philippe Gillet. Philippe Gillet explique que sa maison est accessible à tout le monde, que tout le monde peut utiliser ce téléphone. Lui, il est convaincu que c'est Anaïs Guillaume qui l'a utilisé. C'est au moins les explications qu'il produit. Philippe Gillet omet aussi de dire aux enquêteurs qu'il a acheté le jour même de la disparition d'Anaïs, à savoir le 16 avril 2013, 50 kilos de chaux. La chaux vive sert pour les agriculteurs, c'est un désinfectant en fait, pour des stabulations, pour des choses comme ça. Mais ça servait aussi, pendant la guerre notamment, à faire disparaître plus rapidement des corps. Lorsqu'on lui demande son emploi du temps, il va cacher cet achat de chaux, alors qu'il est très précis sur la journée du 16 et du 17 d'ailleurs. Mais ça, jamais il va nous le dire. Ce qui met le trouble, c'est qu'il n'en parle pas. C'est un achat qui est de très petite quantité, puisque les agriculteurs, quand ils en achètent, l'achètent en plus grosse quantité. Et surtout, il se rend lui-même dans un magasin autre que celui dans lequel il se rend habituellement. Ça commence à faire beaucoup pour déterminer que M. Gillet est impliqué dans la disparition d'Anaïs Guillaume. Les explications qu'il produit ou qu'il fournit n'ont pour lui pas d'importance, puisque selon lui, même si il se rend bien compte que les enquêteurs focalisent sur sa culpabilité, lui est convaincu que les éléments de la procédure viendront démontrer qu'il n'est pas coupable. C'est la quintessence du coupable idéal, mais il n'y a pas de preuve. Et s'il y avait des éléments si accablants que ça, il aurait déjà été placé en garde à vue. Il va falloir 2 ans pour qu'enfin la qualification disparition inquiétante évolue, quand un nouveau procureur se saisit de l'affaire. Cela permet alors aux gendarmes de pouvoir enquêter de façon plus poussée. Lui qui avait toujours refusé de s'exprimer devant les caméras, accepte de nous recevoir, à condition que l'on respecte son anonymat. Quand je rencontre Philippe Gillet pour la première fois, on est en 2015. À ce moment-là, il est le suspect
numéro 1. Aurélien Chapalin, journaliste 7 à 8 TF1. Les gendarmes, les proches d'Anaïs, tous les gens qu'on rencontre sur place semblent convaincus que c'est lui qui est à l'origine de la disparition d'Anaïs, mais il n'est pas mis en examen. Et donc je sors, je lui serre la main, il me broie la main, il me regarde droit dans les yeux, il me plante son regard de grand fauve, et puis j'y vais un peu au culot. Et je lui dis alors, il paraît que c'est vous, tout le monde vous suspecte, vous êtes un peu le grand méchant dans cette affaire. La chaux permettant de faire disparaître un corps, c'est ce qui a éveillé les soupçons, a priori. Ah oui, ça c'est ce qui nourrit le fantasme aujourd'hui. Est-ce que vous avez tué Anaïs Guillaume? Certainement pas. Certainement pas. Comment voulez-vous? Quand je lui pose la question, il y a une crispation, je vois ses mains se refermer, mais comment voulez-vous? Drôle de réaction quand même. On va obtenir l'information d'un comportement étrange qu'aurait pu avoir M. Gillet le lendemain des faits. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. On va nous dire qu'en face de sa ferme, un tas de fumier a été remué par M. Gillet, alors que le tas de fumier était là depuis des années sans que lui y touche. Le juge instructeur de l'époque va demander que soient organisées des fouilles, notamment sur une parcelle sur laquelle se trouve le tas de fumier. Il est là, il est à l'image de M. Gillet, c'est-à-dire provocateur dans son tracteur, à l'abri des intempéries. Je me souviens de ce qu'il me dit à ce moment-là. C'est pas parce que vous trouvez le corps d'Anaïs sur mon terrain que c'est moi qui lui ai mis. Je dis c'est pas faux. Malheureusement, le jour où ça s'est fait, c'est quand on était dans des conditions climatiques exécrables. Le sol était trop inondé, etc. Donc on n'a pas pu creuser comme on aurait voulu. Le tas de fumier était retourné, tamisé, etc. On n'avait rien trouvé. Il faut bien s'arrêter à un moment donné. Il se moque des gendarmes, des enquêteurs dans les grandes largeurs. Et il semble persuadé à ce moment-là que ça y est, c'est bon. Il a, après tout ce qu'ils ont investigué, de toute manière, il a l'air sûr de lui en fait. Soit ils ont un soupçon, ils nous accusent, ils font ce qu'il faut, mais enfin, c'est pas en me harcelant comme ça qu'ils en auront de plus. Je les ai déjà laissés faire tout ce qu'ils voulaient depuis le début. Et c'est comme ça qu'il va à la gendarmerie, en toute confiance, en nous faisant un coucou, en souriant. Nous, on sait qu'il va être mis en garde à vue. Et en effet, 5 minutes plus tard, un défilé de voitures de la brigade de recherche de Reims qui démarre sur les chapeaux de roue. Bon, on se dit, yes, ça y est, ils vont le garder. Oui, ils l'ont coincé, quoi. Ils l'ont coincé et ça va avancer. Philippe Gillet attendait cette garde à vue. Guylain Fay, avocat de Philippe Gillet. Finalement, il était soulagé parce qu'il me dit « je vais pouvoir m'expliquer et apporter des éléments aux enquêteurs ». Dans un premier temps, il est à l'image de ce qu'on nous décrivait, quoi. Quelqu'un de sûr de lui, provocateur, arrogant, et jamais il va apporter d'explications lorsqu'on lui parle des éléments un peu gênants, notamment ce qu'est la téléphonie. Je sais pas, en fait, c'est pas moi. Philippe Gillet continue de raconter toujours la même histoire, à savoir que Anaïs Guillaume a disparu, qu'elle a quitté son domicile à 4h du matin, qu'elle lui a envoyé des textos, et c'est tout. La garde à vue de Philippe Gillet n'apporte rien du tout à ce moment-là, donc le juge estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments pour le mettre en examen. Pour être tout à fait transparent et objectif, moi je m'attendais à une autre décision. Je pensais qu'à l'issue de ces 47 heures de garde à vue, il allait le présenter au juge d'instruction pour être mis en examen. Il a réponse à tout et là on perd totalement espoir de retrouver Anaïs. On pensait que l'enquête était terminée et qu'il y aurait plus d'avancée. En 2015, l'enquête se relance lorsqu'un nouveau juge d'instruction arrive sur l'affaire et se plonge dans le dossier. Je
suis nommé au pôle criminel Raymond en septembre 2015. Vincent Dufour, ancien juge d'instruction au tribunal de Reims. Donc comme à chaque arrivée dans un poste d'instruction, il faut prendre connaissance d'un certain nombre de dossiers nombreux, si je puis dire. Celui-là m'intéresse très vite parce qu'on parle de la disparition d'une jeune femme de 20 ans. Donc je prends connaissance le plus rapidement possible du dossier et je rencontre le directeur d'enquête, je crois de mémoire en octobre 2015. Le dossier Anaïs, c'est un dossier qui est problématique. Il n'y a pas de corps, il n'y a pas de témoin, il n'y a pas d'aveu. Pour un juge d'instruction, c'est un véritable cauchemar. Parce que finalement, c'est son intime conviction qui va compter. Il y a toujours un doute, mais il faut que ce soit un doute raisonnable. Et là, moi, je n'avais pas de... J'avais l'intime conviction, j'étais absolument convaincu des éléments qu'il y avait dans ce dossier. Il faut y croire. Les éléments, les témoignages, le faisceau de présomption en fait qui sont présents dans le dossier, pour lui, sont assez importants ou assez graves en tous les cas, et demander sa détention. Et donc, je décerne un mandat d'amener à son encontre, il m'est présenté, je le mets en examen en janvier 2016. Et moi, j'ai une drôle de réaction, j'arrive pas à y croire et je téléphone au directeur d'enquête et je lui demande, et il me dit, oui, madame Guillaume, je l'ai. Il me dit, je l'emmène. Et là, je comprends que les choses vont avancer. Philippe Gillet est mis en examen dans un premier temps pour meurtre concernant Anaïs. Mais le juge d'instruction va continuer à s'intéresser, j'allais dire, à un dossier dans le dossier. Dossier dont tout le monde parle dans la campagne depuis un petit bout de temps. Il y a un épisode du passé de Philippe Gillet qui va ressurgir et qui va renforcer l'inquiétude et qui va renforcer les soupçons des enquêteurs. C'est la mort de son épouse, quelques mois plus tôt. Anaïs travaille déjà à la ferme à ce moment-là. Ils ont déjà une relation amoureuse tous les deux. Céline semble s'en douter. Et un jour, alors qu'Anaïs est à la ferme, Céline meurt. D'après Gillet, écrasée par une vache. Alors c'était au moment de la traite. Céline Gillet se trouve en plein milieu des vaches. Il y a une vache qui aurait glissé, l'aurait bousculée, elle serait tombée la tête en arrière sur une barrière. Ensuite, la vache n'arrivait pas à se relever et écrasait Céline Gillet. Ça, c'est la version qui est donnée par l'enquête et par M. Gillet à l'époque. Et là, je me rends compte qu'il n'y a pas eu d'autopsie du corps de fait. Vincent Dufour, ancien juge d'instruction au tribunal de Reims. Et que l'affaire a été classée sans aucune autre suite que cela. Céline Gillet avait été incinérée, donc son corps n'a pas pu être exhumé, parce que ça aurait pu être possible. Si elle avait été enterrée, on aurait pu l'exhumer et la faire exhumer et puis pratiquer une autopsie, ce qui n'a pas été possible. Donc je demande aux enquêteurs d'aller rechercher le dossier médical, puisque Céline Gillet ne décède pas sur place, mais va décéder au centre hospitalier. Et quand on regarde le dossier médical, on constate que les blessures qui sont attestées dans le dossier ne correspondent pas franchement avec les déclarations de Philippe Gillet, à savoir l'écrasement d'une vache. Philippe Gillet, c'est une telle force physique. Il a une force incroyable. Est-ce que c'est un coup de colère qui a abouti à la mort de Céline? Est-ce qu'elle est morte, comme il le dit, écrasée par une vache? Une fois que je récupère ces éléments-là, je demande à être saisi de ces faits. Et à ce moment-là, donc, le parquet de Reims me demande d'enquêter sur le meurtre éventuel de Céline Gillet. Lorsque M. Dufour me donne pour instruction d'enquêter sur le décès de Céline Gillet, la seule chose que je peux faire, en tous les cas, après la lecture du dossier, c'est m'intéresser à l'état psychologique de Céline Gillet juste avant sa disparition. Les proches de Céline Gillet me décrivent une femme sous emprise, qui vit depuis très longtemps avec Philippe Gillet, qui est dépendante de lui, qui semble avoir fait le tour de la violence physique, verbale. En gros, elle en peut plus, mais il y a les enfants, donc elle s'accroche. Céline Gillet avait fait part à une de ses amies du fait qu'elle avait découvert Philippe Gillet et Anaïs. Sans équivoque, il y avait une relation entre deux qui était à minima une relation amoureuse. Ça semble être
la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et elle fait part à ses proches de son envie de le quitter. Céline et Anaïs ont ça en commun. Toutes les deux avaient envie de quitter Philippe Gillet. Monsieur Dufour va organiser une reconstruction, une mise en situation, parce que les lieux avaient pas mal changé, en présence d'un expert vétérinaire. Le vétérinaire, lui, dit « Mais non, attends, une vache qui tombe comme ça, à minima, elle se casse une patte. » Or, aucune bête n'a eu de patte cassée. Donc, ça ne collait pas. C'est ce qui fait que le juge d'instruction trouve qu'il y a beaucoup d'éléments qui soulèvent le doute. Je l'ai mis en examen en janvier 2016 pour donc, le meurtre d'Anaïs Guillaume. Et une fois que je suis saisi supplétivement des faits de meurtre à l'encontre de Céline Gillet, je le mettrai en examen pour ces faits-là en 2017. Le juge Dufour estime qu'il a assez d'éléments pour traduire Philippe Gillet en justice. 2 ans plus tard, le 25 mars 2019, son procès s'ouvre aux assises des Ardennes à Charleville-Mézières. L'agriculteur est jugé pour assassinat dans l'affaire Anaïs Guillaume et coups et blessures ayant entraîné la mort dans le dossier Céline Gillet. Ce procès, j'y vais avec les parents d'Anaïs. Ils espèrent une condamnation, évidemment, mais ils espèrent surtout des réponses. Ils veulent savoir. Aurélien Chapalin, journaliste 7 à 8 TF1. Ils espèrent que Philippe Gillet va leur dire où est-ce qu'il a mis le corps d'Anaïs. Mais ils n'y croient pas en même temps. Ça a été très difficile. Hein. On y va beaucoup avec beaucoup d'appréhension. Valérie Guillaume, mère d'Anaïs. Et le fait de l'avoir 8 jours en face de nous, c'est l'assassin de notre fille. C'est très, très difficile d'être confronté à lui. Ouais, parce que on voulait lui montrer qu'on était là et qu'on baisserait pas les bras. Et puis c'est le dernier tour de piste de Philippe Gillet, quoi, qui rentre dans le box, fidèle à lui-même, massif, impressionnant. Même derrière 10 cm de plexiglas, il est pas rassurant, quoi. Quand Philippe Gillet arrive dans la salle d'assises, il arrive, crâne rasé, on a vraiment l'impression qu'il est en disant « Vous avez vu, c'est moi le caïd ». Ça fait 6 ans que j'attends ça, donc on va aller aux assises sans le corps d'Anaïs Guillaume. Didier Turc, ancien directeur d'enquête de la SR de Reims. Il y avait quand même un goût d'inachevé dans le dossier quand même, parce que ça restait pas une réussite, quoi. Même si quelqu'un était aux assises, on n'avait pas le corps. Moi, j'étais convaincu qu'on allait ressortir avec un acquittement. Guylain Fay, avocat de Philippe Gillet. Parce que les éléments du dossier étaient assez ténus. Il y a vraiment un choc, il y a un choc entre ces deux univers, entre la famille Guillaume qui se bat pour rester digne et qui espère qu'à un moment ou un autre, la vérité va sortir, et Philippe Gillet qui est pas content du tout parce qu'il a rien à faire en prison et qu'il a bien l'intention de le faire comprendre. Il dit que Anaïs est partie je ne sais où et qu'elle va revenir et qu'elle peut franchir la porte, y compris de la salle d'assises. Voilà l'explication qui est donnée à ce moment-là. En fait, il n'y a pas grand monde qui vient le soutenir. On enlève ses 2 filles, il n'y a personne. Victoria, la fille de Philippe Gillet, est son dernier soutien. Et Philippe Gillet est aussi la seule personne quasiment qui lui reste. La maman de Victoria est décédée il y a plusieurs années. Philippe Gillet, il est comme il est, mais c'est son père. Et donc, elle va le soutenir, elle va être à ses côtés. Et le verdict va tomber, donc Monsieur G sera acquitté pour les coups et blessures sur sa femme. Il va être condamné pour, non pas l'assassinat, mais pour le meurtre. Ça veut dire que le jury n'a pas retenu la préméditation. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. Et donc, il va être condamné à 22 ans. Au moins, il est condamné. Parce que quand on a entendu pour Céline qui a été acquittée, on s'est dit, oula, on n'était vraiment pas serein, pas du tout. Monsieur Gillet,
Comment vous encaissez tout ça? J'ai dit que je dirais plus rien. Il est condamné, mais évidemment, pour eux, eux veulent savoir où est Anaïs. Parce qu'il n'y a pas de corps, il n'y a pas de deuil, il n'y a pas d'apaisement possible pour eux. Elle est où, leur fille? Qu'est-ce qu'il a fait de leur fille? 7 mois plus tard, un rebondissement inattendu rebat les cartes. Fin septembre de 2019, l'avocat de Philippe Gillet, le procureur de la République de Reims, le procureur de la République de Charleville-Mézières et moi-même sommes destinataires, à quelques jours d'intervalle, d'une lettre anonyme. Les coupables de la disparition d'Anaïs Guillaume sont toujours en liberté. Anaïs était en vie jusqu'en avril 2016. Le tas de fumier que les flics ont fouillé en face de sa ferme en 2015 y était toujours. Elle a été enterrée avec de la chaux vive dessus, y est toujours. Faites les recherches, rendez le corps aux parents et arrêtez les véritables coupables. Je m'empresse de l'envoyer au procureur de la République de Charleville parce que ça peut être des éléments qui viennent disculper mon client. Guylain Fay, avocat de Philippe Gillet. Il se passe à peu près un mois. Philippe Gillet est informé de cette lettre anonyme et espère des investigations rapides de la part du parquet de Charleville-Mézières. Ça bouge pas assez vite au goût de Philippe Gillet, qui dit à sa fille, écoute, c'est à peu près à tel endroit sur mes terres, et il demande à sa fille, à Victoria, de solliciter un de leurs amis qui sait conduire une petite pelleteuse, alors ils viennent avec une petite pelleteuse, il gratte le tas de fumier et il découvre les ossements. Ce qui est découvert, ensuite, au moment où on creuse, c'est ces masses blanches et qui vont être analysées comme étant de la chaux. Et les investigations qui ont été menées permettent de démontrer que c'est bien le corps d'Anaïs Guillaume qui a été découvert à cet endroit. Une immense tristesse parce que là, on est face à l'horreur. On se dit, on la verra plus vivre, on sait que maintenant elle est décédée et là, on a la certitude. C'était un mélange de tristesse, c'est sûr, mais de soulagement aussi. On s'est dit, enfin, on l'a retrouvé. Le corps va être découvert sur un tas de fumier, le fameux tas de fumier qu'on avait donc inspecté en 2015, juste avant son placement en garde à vue. On se dit que finalement, les indications qui sont produites dans cette lettre laissent à penser que le corps d'Anaïs Guillaume n'était pas présent au moment des fouilles de 2015, qu'il a été amené après. Ça vient confirmer ce qu'on pensait déjà, à savoir que Philippe Gillet est innocent à la disparition, et pour le coup, du meurtre d'Anaïs Guillaume. La lettre anonyme et ses révélations, aussi étonnantes soient-elles, vont être prises au sérieux par les gendarmes. Et l'enquête reprend. Dans le cadre de l'enquête sur cette découverte d'ossements, en fait, Victoria Gillet va être interrogée. Comment se fait-il qu'elle prenne l'initiative de louer une pelleteuse et d'aller sur site? La lettre dit qu'elle est sous un tas de fumier, mais sans plus de précision. Ça paraît quand même très surprenant. En tout cas, elle a une chance fabuleuse de tomber sur le corps. Victoria Gillet, elle a été entendue sous le régime de la garde à vue dans le cadre de ce dossier. Dans un premier temps, elle a gardé le silence. Elle ne peut pas nier l'évidence, cette gamine. Donc finalement, elle reconnaît que c'est à la demande de son père qu'elle a rédigé avec son ordinateur cette lettre. Victoria va dire non, c'est moi le corbeau. Mon père m'a plus ou moins dicté le contenu de la lettre. Il lui a même donné un brouillon. Et il a pris soin de lui dire, attention, ce brouillon-là, tu le détruis. Elle va indiquer aux enquêteurs qu'elle le détient toujours et qu'il se trouve à son domicile. Donc les enquêteurs vont aller à son domicile pour aller saisir ce document-là et qui va être analysé également. Et le graphologue va attester que c'était bien écrit par monsieur Gillet Philippe. Il y a vraiment eu un maximum d'investigations de fait sur ce qui restait de cette malheureuse jeune fille. L'autopsie, ce qu'elle dit, c'est que
Il n'y a pas de traces de fracture au niveau des ossements. Par contre, il est possible que ce soit par strangulation, par étouffement. Il en ressort que le corps a été mis en terre à cet endroit et en 2013 et très vraisemblablement dans les heures qui ont suivi la disparition d'Anaïs Guillaume. C'était encore une manipulation, une machination pour faire croire à son innocence et puis une dernière tentative de s'en sortir juste avant la cour d'appel. 2 ans plus tard, un nouveau procès s'ouvre avec toujours Philippe Gillet en accusé. Premier procès, cour d'assises des Ardennes, avril 2019. Second procès, cour d'assises de la Marne. On est en appel et ça débute le 6 avril 2021. Le nouveau procès va s'ouvrir, mais cette fois avec le corps d'Anaïs Guillaume. On change complètement les choses parce que là, l'histoire de dire Anaïs Guillaume est partie à l'étranger, ça tient plus, quoi. Là, on est obligé d'admettre que les éléments qu'on avait depuis le début, c'était ça, quoi. Moi, je savais très bien qu'il était cuit. Je l'étais persuadé. Et bon, on y va quand même avec une petite boule au ventre, quand même. Le fait que le corps soit retrouvé, le fait que ce corps soit retrouvé par Victoria Gillet, la fille de Philippe Gillet, sur indication de Philippe Gillet. Effectivement, ça complique notre mission de défense parce que ça apporte des éléments à l'accusation qui sont pour le coup beaucoup moins ténus qu'avant. On ne saura exactement jamais comment s'est déroulée cette soirée d'avril 2013. Il n'y a que lui qui sait. Il n'y a que Philippe Gillet qui sait et il ne veut pas le dire parce que il y a ce refus de perdre. La cour d'assises a condamné Philippe Gillet à 30 ans de réclusion en assortissant cette peine des 2 tiers, c'est-à-dire de 20 ans. Il est acquitté pour Céline Gillet pour les violences volontaires et entraîné la mort sans intention de la donner. En le condamnant, s'il reste en prison, pour moi, on a sauvé des vies. Fabrice Guillaume, père d'Anaïs. Parce qu'il aurait recommencé, c'est sûr. Il aurait recommencé. C'est sûr et certain. Moi, je suis heureuse pour Anaïs parce qu'il a ce qu'il mérite. Et un soulagement pour mon mari et mes 2 enfants parce que je sais que maintenant, ils vont peut-être avoir un semblant de vie, mais ils vont continuer à poursuivre leur chemin. Pour ces fausses déclarations, la fille de Philippe Gillet, Victoria, a écopé d'un simple rappel à la loi. Après sa condamnation en appel, son père ne s'est pas pourvu en cassation. Philippe Gillet purge une peine de 30 ans de prison. Pendant des années, il n'a pas eu de véritable domicile. Pas de routine stable. Pas d'attache durable. Il apparaissait quelque part, travaillait quelques jours, puis disparaissait. Une silhouette banale, souvent sale, parfois blessée, toujours silencieuse. Son nom, Francis Holm. Ce que personne ne comprend immédiatement, c'est que derrière cette errance se cache une trajectoire criminelle fragmentée, difficile à reconstituer, presque insaisissable. Contrairement à d'autres tueurs en série, il ne suit pas un schéma clair. Il ne reste pas dans une même région. Il ne cherche pas à construire une identité criminelle. Il passe. Il observe. Il agit. Puis il repart. Pendant longtemps, les affaires restent isolées. Des morts inexpliquées, des agressions sans témoin, des scènes sans lien apparent. La France ne voit pas encore le fil invisible qui relie ces événements. Jusqu'à ce que les enquêteurs commencent à rapprocher les dates, les lieux et un nom qui revient. Francis Holm naît en 1959 à Metz, dans un environnement familial profondément instable. Très tôt, il grandit dans un climat de violence, de négligence et de tension permanente. Son père est autoritaire, brutal. Les coups ne sont pas rares.
la maison n'est pas un refuge, mais un lieu d'angoisse. L'enfance de Holm est marquée par des troubles précoces. Il présente des difficultés d'apprentissage, un retard scolaire, et surtout une incapacité à s'intégrer socialement. Il est isolé, maladroit, souvent rejeté par les autres enfants. Les adultes le décrivent comme étrange, parfois agressif, parfois totalement absent. Très jeune, il développe un rapport perturbé à la violence. Il ne l'exprime pas toujours directement, mais elle est présente en arrière-plan, comme une tension constante. Il fugue à plusieurs reprises. Il traîne dans les rues, s'éloigne du cadre familial dès qu'il le peut. À l'adolescence, la situation ne s'améliore pas. Il quitte rapidement le système scolaire sans qualification. Il enchaîne les petits boulots, sans jamais s'y stabiliser. Il est incapable de maintenir une routine, de construire une vie structurée. Il dérive. Mais ce qui caractérise surtout Francis Holm, c'est son mode de vie itinérant. Très tôt, il commence à parcourir la France. Il se déplace à pied, en train, en autostop. Il dort parfois dehors, parfois chez des connaissances de passage. Il travaille quelques jours ici et là, puis disparaît. Cette errance devient son mode de fonctionnement. Et avec elle, un élément crucial, l'absence de traces. Contrairement à des criminels ancrés dans un territoire, Holm ne laisse pas de continuité géographique. Chaque lieu est temporaire. Chaque passage est bref. Cela rend toute tentative de profilage extrêmement difficile. Dans les années 1980, alors qu'il traverse la France de ville en ville, des faits commencent à apparaître. Des agressions violentes. Des victimes isolées. Des scènes confuses. Mais à ce stade, personne ne relie encore ces événements à un même homme. Francis Holm est déjà là. Mais il est invisible. Au début des années 1980, Francis Holm poursuit sa vie d'errance à travers la France. Il se déplace sans itinéraire précis, enchaîne les petits travaux, dort là où il peut, passe d'une région à une autre sans logique apparente. Pour les autorités, il n'est alors qu'un marginal parmi d'autres. Un homme instable, parfois signalé pour des comportements étranges, mais rien qui ne permette d'anticiper ce qui est en train de se construire. C'est dans cette période que les premiers passages à l'acte apparaissent. Des agressions violentes, souvent soudaines, sans préparation visible. Holm ne correspond pas au profil classique du criminel méthodique. Il agit de manière impulsive, déclenchée par des frustrations, des humiliations ou simplement par la présence d'une cible vulnérable. Ses victimes sont variées, enfants, adolescents, adultes isolés. Il ne suit pas un type précis. Ce qui les relie, c'est leur accessibilité à un instant donné. Dans plusieurs cas, il approche ses victimes de manière indirecte. Il observe, suit, puis agit brusquement. La violence est immédiate, désorganisée en apparence, mais suffisante pour neutraliser rapidement. Une fois l'acte commis, il quitte les lieux sans chercher à dissimuler de manière sophistiquée. Son principal avantage, c'est le mouvement. Il n'est déjà plus là lorsque les enquêteurs commencent à travailler. C'est cette mobilité constante qui va longtemps empêcher toute compréhension globale. Chaque affaire est traitée localement. Une agression dans l'est de la France. Une autre dans le nord. Une autre encore dans une région différente quelques mois plus tard. Les services de police ne disposent pas encore d'outils efficaces pour croiser rapidement ces informations à l'échelle nationale. Dans les dossiers, certains éléments troublants apparaissent pourtant. Des témoins évoquent parfois un homme étrange aperçu à proximité des lieux. Un individu sale, mal habillé, qui semble traîner sans raison. Parfois, il parle seul. Parfois, il observe longuement les environs. Mais ces descriptions restent vagues. Elles correspondent à de nombreux profils marginaux. Rien ne permet d'isoler clairement Holm. Un autre élément va compliquer davantage les choses, son comportement après les faits. Contrairement à d'autres criminels qui cherchent à effacer leurs traces, Holm revient parfois sur les lieux ou reste dans les environs. Il peut même discuter avec des habitants, évoquer les événements, parfois de manière détournée. Il ne revendique pas, mais il laisse planer des allusions. Des phrases ambiguës, difficiles à interpréter sur le moment.
ce comportement déroutant perturbe les enquêteurs lorsqu'ils en prennent connaissance plus tard. Car il montre une forme de distance par rapport à ses actes, comme s'il les observait lui-même de l'extérieur. Comme s'il testait la réaction des autres. Au fil des années, les faits s'accumulent. Des affaires restent non élucidées. D'autres aboutissent à des hypothèses fragiles, parfois à des erreurs judiciaires. Dans certains cas, des innocents sont suspectés, voire condamnés, faute de pistes solides. Pendant ce temps, Holmes continue de circuler. Il n'a pas de territoire fixe. Pas de signature évidente. Pas de logique apparente. C'est précisément ce qui le rend si difficile à identifier. Dans les années 1990, pourtant, certains enquêteurs commencent à remarquer des similitudes troublantes entre plusieurs affaires anciennes. Des détails dans les témoignages. Des descriptions physiques. Des comportements atypiques. Et surtout, un nom commence à apparaître dans plusieurs dossiers secondaires. Pas comme suspect principal, mais comme témoin. Comme individu présent à proximité. Comme silhouette aperçue sans importance immédiate. Ce nom, lentement, revient. Francis Holmes. À ce moment-là, personne ne sait encore que ce fil discret va permettre de relier des années de violence dispersées. Mais pour la première fois, l'ombre commence à prendre forme. Au début des années 1990, après plus d'une décennie d'errance et de violence dispersée, le nom de Francis Holmes commence à apparaître de manière plus insistante dans plusieurs dossiers. Pas comme un suspect évident, mais comme une présence troublante. Il est parfois vu à proximité de scènes de crime, parfois entendu comme témoin, parfois simplement mentionné dans des contextes qui, pris isolément, ne signifient pas grand-chose. Mais mis bout à bout, ces éléments attirent l'attention de certains enquêteurs. Holmes est interpellé à plusieurs reprises pour des faits mineurs, des comportements agressifs, des troubles à l'ordre public. À chaque fois, il donne des versions confuses, changeantes. Il parle beaucoup, mais sans cohérence apparente. Il mélange les dates, les lieux, les détails. Les policiers ont du mal à distinguer ce qui relève de la réalité, de l'invention ou de la confusion mentale. C'est précisément cette manière de parler qui va, paradoxalement, devenir une clé. Car au milieu de ses discours désordonnés, il laisse échapper des informations que lui seul semble connaître. Des détails sur des affaires non résolues. Des descriptions de scènes. Des éléments qui n'ont jamais été rendus publics. Au départ, ses propos ne sont pas toujours pris au sérieux. Holmes est perçu comme instable, peu fiable. Un homme qui cherche peut-être à attirer l'attention, ou qui confond ses souvenirs avec des récits entendus. Mais certains enquêteurs décident de creuser. Ils reprennent ses déclarations, les confrontent aux dossiers anciens. Ils comparent les dates, les lieux, les circonstances. Progressivement, des correspondances apparaissent. Là où Holmes dit être passé, des faits ont eu lieu. Là où il décrit une scène, des éléments concordent. Le processus est lent, complexe. Car Holmes ne fait pas d'aveux clairs et structurés. Il ne raconte pas une histoire complète. Il fonctionne par fragments. Par images. Par phrases inachevées. Il peut évoquer un événement, puis passer à autre chose, puis y revenir des jours plus tard sous une forme différente. Cette fragmentation complique énormément le travail des enquêteurs. Chaque élément doit être vérifié, recoupé, replacé dans un contexte précis. Mais au fil du temps, une chose devient évidente, il ne s'agit pas d'un simple marginal instable. Il y a une cohérence cachée dans ses déplacements, dans ses présences, dans ses récits. Un autre élément attire l'attention, sa capacité à s'insérer dans les environnements après les faits. Dans certains cas, il se présente spontanément comme témoin. Il discute avec les forces de l'ordre. Il observe les réactions. Comme s'il voulait rester proche de l'événement sans jamais s'y associer directement. Ce comportement crée un malaise particulier. Il suggère une forme de détachement, voire une curiosité pour les conséquences de ses actes. Il ne cherche pas à fuir complètement. Il reste à la périphérie. Au fur et à mesure que les investigations avancent, plusieurs affaires majeures sont réexaminées à la lumière de ses déclarations.
certaines condamnations sont remises en question. Des erreurs judiciaires commencent à apparaître. Des personnes précédemment reconnues coupables pourraient ne pas être les véritables auteurs. Holm devient alors une figure centrale dans ces révisions. Non pas parce qu'il avoue clairement tout, mais parce que ses propos ouvrent des pistes nouvelles, parfois décisives. Les experts psychiatres qui l'examinent décrivent un individu présentant des troubles profonds. Une personnalité instable, marquée par des épisodes de dissociation, une difficulté à structurer sa pensée, mais aussi une capacité à se souvenir de détails précis dans certains contextes. Cette combinaison rend son profil particulièrement difficile à analyser. Peu à peu, les autorités prennent conscience de l'ampleur possible de ces actes. Mais il est presque impossible de déterminer un nombre exact de victimes. Contrairement à d'autres criminels, il n'a pas laissé de série clairement identifiable. Il a laissé des traces dispersées, fragmentées, à l'image de son propre fonctionnement. La construction du dossier contre Francis Holm devient alors un travail de longue haleine. Chaque affaire doit être reconstruite. Chaque déclaration doit être validée. Chaque déplacement doit être vérifié. Et plus les enquêteurs avancent, plus une réalité s'impose. Pendant des années, un homme a traversé la France, commettant des actes graves, sans jamais être identifié comme un auteur unique. Ce n'est plus une série de faits isolés. C'est une trajectoire. À mesure que les enquêteurs parviennent à relier certaines affaires à Francis Holm, la justice entre dans une phase complexe et délicate. Contrairement à d'autres dossiers où les preuves sont directes et structurées, les affaires impliquant Holm reposent souvent sur un mélange fragile d'indices matériels, de témoignages anciens, et surtout de ses propres déclarations fragmentées. Cela rend chaque procès particulièrement sensible. Les premières condamnations tombent dans les années 1990. Holm est reconnu coupable de plusieurs crimes, notamment liés à des victimes vulnérables, souvent attaquées dans des lieux isolés. Les juges doivent composer avec un accusé difficile à cerner. À l'audience, il peut se montrer silencieux, puis soudain bavard, avant de se contredire. Il ne donne jamais une version claire et stable des faits. Pourtant, certains éléments matériels et recoupements viennent confirmer sa présence sur les lieux. Au fil des années, il est condamné à plusieurs reprises, notamment à des peines de réclusion criminelle à perpétuité. Officiellement, la justice reconnaît un nombre limité de crimes. Mais très vite, une question s'impose, combien y en a-t-il réellement ? Car en parallèle des condamnations, d'autres affaires refont surface. Des dossiers anciens, classés ou jugés, sont réexaminés. Et dans certains cas, les conséquences sont majeures. Des personnes condamnées pour des crimes similaires voient leur culpabilité remise en cause. Le nom de Francis Holm apparaît dans des enquêtes où il n'avait jamais été suspecté au départ. L'un des aspects les plus troublants de son parcours est justement cette capacité à apparaître dans des dossiers en tant que simple témoin. Dans certaines affaires, il avait été entendu sans être inquiété. Il décrivait des scènes, donnait des détails, parfois très précis. À l'époque, ses propos étaient jugés confus, peu fiables. Mais avec le recul, ils prennent une toute autre dimension. Ces éléments vont conduire à des remises en question profondes du système judiciaire. Comment un individu a-t-il pu passer aussi longtemps sous les radars, alors même qu'il croisait régulièrement les forces de l'ordre ? Comment ces déclarations, parfois riches en détails, ont-elles pu être sous-estimées ? Dans certains dossiers, la justice reconnaît des erreurs. Des enquêtes mal orientées. Des hypothèses privilégiées trop rapidement. Le profil atypique de Holm, son errance, son instabilité mentale, ont contribué à le rendre difficilement identifiable comme un auteur central. Lors des procès, les experts psychiatres jouent un rôle clé. Ils décrivent un individu présentant des troubles graves de la personnalité, avec des épisodes de dissociation, une perception altérée de la réalité et une difficulté à structurer son discours. Mais ils soulignent également qu'il est capable de comprendre ses actes, de se déplacer, de s'adapter à des situations. Cette dualité complique l'analyse de sa responsabilité. Face au juge, Holm ne correspond jamais totalement à l'image attendue. Il n'est ni totalement incohérent, ni pleinement lucide. Il oscille. Cette instabilité devient une caractéristique centrale de son dossier. Au fil des condamnations,
son image publique évolue. Les médias le surnomment parfois le routard du crime, en référence à son mode de vie itinérant. Ce surnom reflète à la fois sa mobilité et la difficulté à tracer une ligne claire dans son parcours criminel. Mais derrière cette image médiatique, la réalité reste floue. Le nombre exact de victimes ne sera probablement jamais établi avec certitude. Certaines affaires resteront sans conclusion définitive. D'autres continueront d'être étudiées, parfois des décennies après les faits. Ce qui ressort surtout, c'est une impression de fragmentation. Contrairement à des criminels dont les actes suivent une logique identifiable, Holmes laisse derrière lui une série de points dispersés. Ce sont les enquêteurs qui, avec le temps, tentent de relier ces points pour dessiner une trajectoire. Une trajectoire qui ne cesse de poser des questions. Et qui, même après les condamnations, ne semble jamais complètement refermée. Avec les années, alors que les condamnations de Francis Holmes s'accumulent et que son nom s'impose dans plusieurs affaires majeures, une question persiste: comment comprendre un parcours aussi fragmenté, aussi difficile à cerner? Contrairement à d'autres criminels dont les actes suivent une progression identifiable, Holmes ne laisse pas une trajectoire linéaire. Il ne construit pas une série au sens classique. Il traverse. Il agit. Puis il disparaît. Les experts qui ont étudié son cas décrivent un individu profondément instable, marqué par une enfance violente, une absence totale de repères affectifs et une incapacité à structurer ses émotions. Sa pensée elle-même semble morcelée. Lorsqu'il parle, il ne raconte pas. Il juxtapose. Des images, des souvenirs, des fragments. Cela rend son discours difficile à exploiter, mais aussi révélateur d'un fonctionnement interne chaotique. Certains psychiatres évoquent des épisodes de dissociation. Dans ces moments, Holmes pourrait agir sans perception claire de ses propres actes, comme détaché de lui-même. D'autres insistent sur sa capacité à se déplacer, à éviter les confrontations directes avec les forces de l'ordre, à s'adapter aux environnements. Cette dualité rend toute conclusion définitive impossible. Il n'est ni totalement inconscient, ni pleinement maître de lui-même. Son mode de vie itinérant joue un rôle central dans cette trajectoire. En se déplaçant constamment, il échappe aux schémas habituels d'enquête. Les services de police travaillent souvent à l'échelle locale, surtout à l'époque des faits. Les liens entre les dossiers mettent des années à apparaître. Et pendant ce temps, il continue de circuler. Cette mobilité lui permet aussi de rester invisible socialement. Il n'a pas de cercle stable, pas de voisinage fixe, pas de routine identifiable. Il est toujours de passage. Et dans cette absence d'ancrage, il devient difficile à suivre, difficile à comprendre, difficile à arrêter. Mais au-delà de l'homme, c'est l'impact de son affaire qui marque durablement. Plusieurs dossiers judiciaires ont été réexaminés à cause de ses déclarations. Certaines erreurs ont été reconnues. Des enquêtes ont été rouvertes. Son nom a agi comme un révélateur des limites du système, manque de coordination, difficulté à gérer des profils atypiques, dépendance aux aveux clairs et structurés. Holmes ne laisse pas seulement derrière lui des crimes. Il laisse aussi des questions. Sur la manière dont la justice identifie les auteurs. Sur la place de la psychiatrie dans l'analyse des comportements violents. Sur la capacité à relier des faits dispersés dans le temps et l'espace. Aujourd'hui encore, son parcours continue d'être étudié. Non pas pour en faire un symbole, mais pour tenter de comprendre ce qui a permis à une telle trajectoire d'exister aussi longtemps sans être clairement identifiée. Francis Holmes n'a jamais construit une image. Il n'a jamais cherché à marquer les esprits. Il n'a laissé ni manifeste, ni message, ni signature claire. Et pourtant, son histoire est l'une des plus troublantes. Parce qu'elle ne repose pas sur un schéma reconnaissable. Parce qu'elle ne suit pas une logique facile à raconter. Elle est faite de fragments, de déplacements, de silences. Pendant des années, il a traversé des villes, des villages, des routes. Il a croisé des inconnus, parlé à des passants, travaillé quelques jours ici et là. Une présence ordinaire, presque invisible. Et c'est peut-être cela, au fond, qui rend son histoire si dérangeante. L'idée qu'un individu puisse exister en marge, sans attirer l'attention, tout en laissant derrière lui une série d'événements que personne ne parvient immédiatement à relier.
ce n'est qu'avec le temps, avec la patience des enquêteurs, avec la relecture des dossiers, que l'image apparaît. Incomplète. Fragmentée. Mais réelle. Et même aujourd'hui, malgré les condamnations, malgré les années passées, une part de cette histoire reste ouverte. Parce que tout n'est pas certain. Parce que toutes les réponses ne sont pas connues. Il ne reste pas seulement des faits. Il reste une énigme.